Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre sur Canal 3 à Bénin. Bienvenue dans votre émission dominicale Zone Franche. La Commission électorale nationale autonome Sénat a procédé le 26 février dernier à la clôture du dépôt des dossiers de candidature pour les législatives du 28 avril prochain. 7 formations politiques sont sur la ligne de départ de ces élections législatives, des formations politiques au nombre desquelles ne figure pas une bonne partie de la classe politique d'opposition. L'actualité est brûlante et elle fera l'objet de notre entretien du jour avec Elvis Dagba, le pasteur Elvis Dagba. Bonjour. Bonjour André. Nous allons vous soumettre, vous faire apprécier cette actualité et ce sera le fil rouge de notre émission. Et on parlera également, puisque vous fûtes un des soutiens du candidat Patrice Talon, on pourra vous demander si sa gestion du Bénin vous convient et quel est éventuellement ce que vous trouvez à reprocher à sa gestion. Merci d'avoir accepté notre invitation. Christian Dadédian, bonjour. Bonjour André Dossa, pasteur Elvis Dagba, bonjour. Bonjour Christian. Bienvenue sur Zone Franche, le décor planté. On va remonter un peu dans l'histoire. Votre dernière sortie sur Canal 3 remonte à mars 2018. Pratiquement un an après, vous voilà de nouveau sur ce plateau, le plateau de Zone Franche. Ça peut paraître curieux que ce soit toujours le mois de mars. Est-ce que vous avez un rapport particulier avec ce mois, Elvis Dagba? Bien, merci. Je voudrais saluer les téléspectateurs et les auditeurs de Fraternité et de Canal 3 et vous remercier pour cette opportunité que vous m'offrez de pouvoir me prononcer sur l'actualité de notre pays. Alors, je voudrais, sans embâche, dire que c'est vous qui me rappelez que ça fait exactement un an. Donc, le mois de mars, c'est une pure coïncidence. Voilà, donc, voilà. Pourquoi vous avez disparu? C'est quoi? Pourquoi ce silence, tout d'un coup? Vous savez, quand... Parce que vous avez habitué à être tout le temps exposé, médiatiquement parlant, et même sur d'autres plans. C'est un choix personnel, hein, et je n'ai pas de raison particulière. Je pourrais juste dire que dans la vie, il faut savoir s'arrêter, il faut savoir faire le bilan, il faut savoir prendre des résolutions. Et vous savez, quand un lion sort trop, il devient un chat. Donc il faut le comprendre ainsi. Vous êtes devenu un chat en tout temps? Non. Avant, je ne sortais pas trop. Je sortais quand il faut sortir. Maintenant, je me suis arrêté et j'ai pris des résolutions. Et me voilà encore devant vous aujourd'hui. Quand vous n'avez rien à dire, et vous n'êtes pas obligé de sortir pour parler. Quand ce que vous avez à dire n'est pas plus grand, n'est pas plus fort que le silence, la sagesse demande à ce que vous gardez le silence. Voilà. La rupture en a-t-elle été pour quelque chose, cette austérité qu'on observe dans le pays depuis 2-3 ans? Pas du tout, je ne pense pas. Si c'était le cas, pourriez-vous nous le dire? Non, écoutez, je suis libre de mes opinions. Je ne suis pas lié à un engagement de dire ou de ne pas dire. Donc, je suis un homme vraiment libre. Alors, vous êtes pasteur, fondateur d'une église MEPS, Mission évangélique pour le perfectionnement des saints. Alors, est-ce que vous êtes toujours dans votre ministère ou vous avez changé? Toujours accroché à mon Dieu et toujours au service de Dieu. Je n'ai pas changé, je ne changerai pas. Voilà. Vous êtes donc demeuré autant engagé en politique qu'avant, puisque vous avez dit que vous ne changerez pas? Non, je ne changerai pas. Et comme vous le savez, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous m'avez invité ici, je suis un homme de Dieu, je suis attaché à l'œuvre de Dieu, je suis attaché à mon appel et j'interviens aussi dans les affaires politiques de mon pays quand le besoin se fait sentir. Et comme l'introduction l'a si bien dit, je crois à l'homme qui est à la tête de ce pays aujourd'hui, le président Patrice Talon, et pour qui nous avons milité et pour son avènement. Et je crois en sa vision et je crois jusqu'au bout et je me battrai afin que son mandat soit un succès et une réussite. On va davantage vous écouter sur sa gestion, en lien avec sa vision en laquelle vous croyez. Mais avant, il n'y a que l'actualité dans notre pays tourne autour du processus électoral engagé, c'est-à-dire les élections législatives du 28 avril prochain. La Sénat a procédé à la clôture du dépôt des dossiers de candidature. Comment est-ce que vous vivez cette actualité d'abord, Elvis Dagba?
Bon, je dirais que les choses se passent comme cela doit se passer dans notre pays. Les choses se passent suivant des tests, suivant des lois qui ont été votées à l'Assemblée par les honorables députés. Et nous sommes à une phase, à un moment où chacun doit faire un examen de conscience. Et chacun doit démontrer l'amour qu'il a pour le pays. Et je pense que chacun est dans son rôle et il faut simplement que on puisse laisser nos institutions faire ce qu'ils doivent faire. C'est quand même curieux que vous parliez ainsi, non? Vous avez parlé comme si tout allait pour le mieux, dans le meilleur des mondes possible. Pourtant, il y a beaucoup on sent une certaine tension en ce moment dans le pays parce que certaines classes politiques n'ont pas pu être en mesure de participer à ce processus électoral. Je viens de dire, vous ne m'avez pas suivi, vous faites exprès, André. J'ai dit que chacun est dans son rôle et qu'on doit laisser les institutions faire le travail. Donc, et dans la vie de tout homme, on ne peut jamais dire que tout va très bien, la vie elle est parfaite. Ne vous émeut pas outre mesure que, par exemple, des formations politiques importantes ne soient pas en mesure d'aller à cette élection? Vous savez, je ne vais pas parler à la place des formations qui ne sont pas ou qui ne vont pas aller aux élections. Et je ne peux pas dire non plus que j'ai une crainte par rapport à cela. Mais je dirais, parce que vous avez dit certaines formations importantes. Donc quand on est important, il faut faire ce qu'il y a à faire pour démontrer son importance. Il faut s'imposer. Et s'imposer, il y a des tests. Il y a des tests, il y a des lois qui sont votées et il faut les respecter. C'est ça qui marque l'importance, qui démontre qu'on est important. Et non tout ce que nous sommes en train de voir ces derniers jours. Est-ce que vous pensez et c'est dommage. Oui. Et ces acteurs politiques de l'opposition, ces formations politiques, est-ce que de votre analyse, de votre position, vous pensez qu'elles ne se sont pas réveillées comme cela se doit pour aujourd'hui se retrouver dans le lot de ces partis qui vont à ces élections-là? D'abord, c'est avec regret que nous constatons que beaucoup, je dirais, ou de formations ne peuvent pas, pour l'instant, parce que tant que ne sont pas encore arrivés à terme, tout peut changer. Je ne suis pas dans le secret des dieux. Déjà que la Sénat n'a pas encore rendu la liste définitive. Exactement. La Sénat a 8 jours, donc c'est dans quelques jours, donc on saura qui doit partir ou qui ne doit pas partir. Mais ce qui est important de dire aujourd'hui, c'est à qui la faute. Si X ou Y ne va pas à l'élection, c'est à qui la faute. Ce n'est pas le fait que X ou Y n'ira pas aux élections qui est le problème, mais à qui la faute. Il faut situer les responsabilités. Vous savez, quand vous passez votre temps à faire de la diversion, quand vous passez votre temps à parcourir les villes du pays, quand vous passez votre temps à parcourir les maisons mortuaires, quand vous passez votre temps à attaquer ce qu'il ne faut même pas attaquer puisque c'est fait, je pense que le jour où vous devez déposer ou satisfaire aux besoins, aux exigences de la République, et que vous vous retrouvez en face de certains blocages, vous devez vous remettre en cause. Vous savez, je suis souvent les émissions sur les différentes chaînes. Il y a un point très important que je voudrais relever. Nos députés, j'ai l'impression que ils sont allés à l'Assemblée. Ils vont à l'Assemblée pour représenter le peuple, pour aller voter des lois. Mais j'ai l'impression que les lois même que nos députés votent, ils ne les comprennent pas. Ils ne les lisent pas avant de voter. Je m'explique. Quand je parle de les députés votent des lois, cela ne veut pas dire que le député a forcément voté oui. Et c'est ce qui est bizarre. Dans les débats que je suis sur nos chaînes de télévision, vous entendez des opposants qui disent « Nous, on n'a pas voté. Nous, on n'a pas voté ça. C'est la majorité qui a voté ça. C'est la majorité qui a voté et nous, on n'était pas d'accord. » La majorité ou pas, ça s'impose à tout le monde. Oui, mais ce n'est même pas cet aspect que je voulais souligner. Cet aspect est connu de tous. Mais vous verrez que
les députés de l'opposition vont voter non pour une loi pour laquelle ils ne sont pas d'accord, mais ils vous disent qu'ils n'ont pas voté. Mais le vote, c'est quoi? Le vote n'est pas que le oui. Le non aussi est un vote. Alors, pour voter, il faut lire. Pour voter le oui, c'est que tu as lu chaque article, tu as compris et tu adhères et tu votes le oui. Pour voter le non, tu as lu chaque article, tu n'es pas d'accord et tu votes le non. Pour voter l'abstention, tu as lu, tu es d'accord peut-être en partie ou tu n'es pas d'accord en partie et tu votes abstention. Mais, a dit, les députés de l'opposition vous disent, moi je n'ai pas voté ça, je n'ai pas voté pour ça, je n'ai pas voté... Oh, vous avez voté peut-être non. Le non aussi est un vote. Donc je comprends, je résume en disant que même le rejet de certaines lois, pas le non, nos députés ne lisent pas ces lois. S'ils lisaient ces lois, ils allaient comprendre qu'il y a des choses dedans. Et aujourd'hui, ils ne vont pas se retrouver face à certaines situations. Est-ce que vous comprenez l'attitude qu'adoptent certains de nos parlementaires lorsqu'une loi est votée, même si on a voté non, la loi votée s'impose à tout le monde. Mais pourquoi ils ne l'intègrent pas et ils agissent, disons, ils font tout hors de cette loi? Vous voulez une réponse? La réponse elle est claire, c'est de la rébellion. Quand vous votez, c'est comme ça vous prenez ça? C'est de la rébellion. Même si je ne suis pas d'accord, je vais vous donner un exemple très simple. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord pour le port des casques. Pour le port des casques. Pour la ceinture de sécurité. Mais quand c'est dit, c'est voté, par exemple, à l'Assemblée, et que, voilà, c'est promulgué, okay, et que la Cour déclare que c'est conforme, on est obligé. C'est pas parce que je ne suis pas d'accord, c'est pas parce que je ne veux pas, que quand c'est voté, c'est de la rébellion. Donc ça s'impose à tous. Et quand nous parlons de la démocratie, ça passe d'abord par le respect des lois de la République. Et vous savez, nous parlons souvent de l'obéissance. L'obéissance également n'est pas le fait de comprendre, mais c'est de faire même sans comprendre aussi. Donc aujourd'hui, ceux qui ne veulent pas, parce qu'ils ne sont pas d'accord, mais ils sont allés voter, ils donnent quel exemple au peuple? C'est ça le vrai problème. Alors quand on vous résume, c'est que selon vous, les députés n'ont pas méconnu la loi, ils connaissent très bien les dispositions de cette loi-là, mais ont délibérément choisi... J'ai pas dit ça. De ne pas la respecter. Non, non, j'ai pas dit, c'est possible. J'ai parlé, j'ai donné deux exemples qui sont simples. Soit parler de rébellion. Soit, oui, ça vous êtes venu au deuxième. J'ai commencé d'abord par le fait que ils doivent lire. J'ai commencé d'abord par là. Je dis, j'ai l'impression que ils rejettent même sans lire. Donc celui qui rejette sans lire, on ne peut pas dire qu'il connaît ce qu'il a voté. Donc pour moi, c'est deux cas. Et je suis vraiment, je vais être précis là-dessus. C'est deux cas. C'est-à-dire le premier cas, soit c'est la tête du président Patrice Talon qui ne les plaît pas. Ils disent, ah non, ça, je ne vais pas voter. Ça ne va pas se passer sous lui. Cette innovation ne va pas se passer sous le président Talon. On rejette. C'est un procès d'intention. Oui, non, j'ai dit soit. J'ai dit soit. Donc, je pèse mes mots, monsieur Dossa. Je pèse mes mots et j'assume ce que je dis. Et les faits nous démontrent aujourd'hui et nous donnent raison. Et vous allez comprendre plus tard. Alors, je dis soit c'est la tête du président, Patrice Talon. Okay. Ça, là, ne va pas se passer sous lui. Soit ils connaissent et ils font exprès. Et ça, c'est la rébellion. C'est tout. Ce sont les deux possibilités. La réforme du système partisan, finalement, selon vous, était-ce une bonne idée quand on observe toute la difficulté qu'éprouvent les acteurs à se mettre dans cette réforme-là, à exécuter ce que recommande la recommandation, enfin, les dispositions, pardon, de cette... On a même vu les partis au pouvoir éprouver d'énormes difficultés pour se mettre à jour. Pourquoi était-ce donc une bonne idée, cette réforme? Vous savez, la question de savoir l'idée d'abord de la réforme du système partisan. L'idée de la réforme est partie d'un constat que aucun politicien d'aujourd'hui remis en cause. Les gens vous disent, oui, nous reconnaissons la pertinence, n'est-ce pas, de cette réforme. Nous reconnaissons que il faut vraiment que la classe politique de notre pays soit assernie. Il faut qu'on aille dans des regroupements. Qu'est-ce qu'il y a en réalité de mal si on veut que les gens se regroupent? C'est l'unité dans la diversité.
D'accord? C'est l'unité dans la diversité. Donc, il n'y a rien de mal à cela. Mais moi, à l'heure actuelle, je ne peux pas vous dire que la réforme du système partisan est là pour régler tous les problèmes, n'est-ce pas, qu'il y a au niveau de la classe politique du Bénin. Il faut qu'on essaye. Il faut qu'on voie dans les années à venir ce que ça va donner. Mais d'abord, l'idée, elle est bonne. Nous avons combien de partis politiques il y a encore quelques mois dans ce pays où nous allons aux élections, il y a des partis, je ne veux pas qualifier ces partis-là, mais je vous dis simplement qu'aujourd'hui, avec cette réforme-là, le Bénin est en train de démontrer que nous pouvons devenir demain un grand pays. Un grand pays, il y aura forcément des couacs. Et il faut les corriger et il faut avancer. Mais balayer complètement pour dire non, non, c'est pas possible. Alors, cette réforme est accompagnée, ou je dirais soutenue, par la charte des partis politiques et par le nouveau code électoral. Alors, lorsqu'on lit les différentes dispositions contenues soit dans la charte, soit dans le code électoral, est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un peu lourd pour nos acteurs politiques? Écoutez, moi, je ne peux pas affirmer que c'est lourd. Je ne peux pas non plus affirmer que c'est pas lourd. On doit mettre tout ça à l'épreuve. Si on met ça à l'épreuve, s'il y a des choses à corriger, ça va être corrigé. S'il y a des choses à maintenir, on va maintenir cela. C'est comme même la conférence nationale des forces de la nation. Nous avons fait sortir une constitution qui n'est pas parfaite, ce n'est pas une Bible. Même les lois qui sont votées au niveau de l'Assemblée, la réforme du système partisan, le code électoral, ce n'est pas une Bible. Ça peut être corrigé au fur et à mesure. Mais aujourd'hui, quand nous parlons de réforme, il y aura forcément des grincements dedans. Il y a des vieilles habitudes que les gens ne veulent pas laisser. Le constat est là. Et il faut oser le faire. Et je voudrais profiter de votre plateau pour féliciter le président de la République pour ces réformes audacieuses qu'il est en train d'opérer dans ce pays. Il n'a pas voulu le populisme. Et c'est son choix. Il a dit de l'action de Patrice Talon dans un instant. Et il met cela à l'œuvre. Sur le premier sujet. Alors, Louis Dagba, finalement, il y a des partis politiques qui ne sont pas sur la ligne de départ, qui ne prendront pas part à ces législatives. Et on observe que dans le pays, ça grogne suffisamment. Faut-il craindre des réactions, des manifestations? Il y a eu quelques tentatives déjà en début de semaine, mais est-ce qu'il ne faut pas craindre? Craindre quoi? Vous voulez qu'on craigne quoi? C'est normal ce qui se passe. Je voudrais dire que les politiciens doivent dire la vérité à leurs partisans. Je vais vous donner un exemple très simple. Parlant de manifestation, il y a des gens qui manifestent sans savoir même pourquoi ils manifestent. J'ai vu, et si vous voulez, je vais vous montrer, j'ai vu un manifestant, par exemple, qui met... C'est là, vous voulez, je vais vous montrer. On va pas diffuser. Oui, non, moi j'ai pris le soin. Attendez, je connais les règles. Ah non, je connais les règles. Je dis, voilà, il y a un manifestant, par exemple, qui va dire carrément, il met sur le truc, les opposants ont le droit de voter. Mais est-ce que c'est de ça il s'agit? Non, c'est pas de ça il s'agit. Donc, il y a des manifestants qui font leur manifestation sans savoir pourquoi. Maintenant, quand vous parlez de crainte, personne ne veut la guerre dans notre pays, ni dans aucun pays d'ailleurs, parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. Ce que nous voulons, c'est la paix. Mais est-ce qu'il faut soulever la population pour une faute qu'on a commise soi-même? Est-ce qu'il faut inciter les gens à la rébellion parce qu'on sait soi-même, de façon consciente, qu'on a fauté? On sait qu'on n'a pas... Ils n'ont jamais dit. Oh, mais ils n'ont jamais déclaré quelque part peuvent... qu'ils ont fauté. Je vais vous donner... Je vais vous donner la loi qui serait un peu taillée sur mesure. Écoutez. Ils n'ont jamais reconnu et ils ne vont jamais reconnaître. On ne peut pas attendre à ce qu'ils le reconnaissent. Mais les faits sont là. Si vous n'avez pas reconnu, ok, on vous a fait des notifications. Vous êtes allé, n'est-ce pas, déposer votre dossier au ministère de l'Intérieur. Tout commence par là, au ministère de l'Intérieur, pour avoir le certificat de conformité. Ok? On vous relève
des insuffisances. On vous notifie cela. On vous demande d'aller corriger cela. Dès que ça a été pris, qu'est-ce qui s'est passé? Non, il n'y a pas d'insuffisance. Non, et ça a commencé comme ça. L'opposition est dans la diversion. Ah, je vous le dis, l'opposition est dans la diversion. Au lieu de se concentrer sur ce qu'il y a à faire, ils laissent l'essentiel de côté. Mais les mêmes qui disent qu'ils sont en règle, d'autres sont allés en congrès. Mais s'ils savent qu'ils sont en règle, pourquoi ils sont allés en congrès? Ils savent qu'ils ne sont pas en règle. S'ils savent qu'ils sont en règle, ils ne vont pas se retrouver pour un congrès. Dans les heures qui ont suivi, ils ont fait. Et ça, c'est salutaire. Il faut le reconnaître, cela. Il y a d'autres. Vous déposez des documents que vous n'avez pas signés. Vous déposez des procès verbaux que vous n'avez pas signés. Mais on vous dit, les procès verbaux là ne sont pas signés. Mais il y a quoi de sorcier là pour prendre ces procès là pour se conformer à ce qui est dit? Donc ne vous attendez pas à ce qu'ils vous disent. Non, on sait que. Mais la preuve, il y a eu la rencontre avec le président de la République. Quand le président fait des démonstrations, il y en a quand même un qui a été honnête, qui a été séduit par la démonstration du président de la République, qui a reconnu qu'il y a eu des insuffisances qu'ils ont essayé de corriger, mais qui demande la clémence. Et la façon dont c'est traité, il a été clair là-dessus. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'ils ne savent pas. Ils le savent, mais ils font exprès. Alors, une élection comme cette élection législative-là, on sent quand même une bonne partie de la classe politique de l'opposition. Quelle crédibilité donnons-nous à cette élection et à notre démocratie? Vous savez, c'est avec un pincement au cœur que j'aborde ce sujet. Monsieur Dossa, monsieur Adalèdjan. C'est avec pincement au cœur. Et on ne peut même pas parler de ce sujet-là sans évoquer ceux qui sont de l'autre côté, ceux qui aujourd'hui sont en France, par exemple. Parce que s'ils étaient là aussi, sûrement qu'ils seront candidats ou ils seront sur une liste. Vous voyez, la chose se voyait déjà, ça se pressentait déjà. Quand vous voyez, vous suivez très bien comment les choses se déroulent, pour moi, il y a une volonté manifeste de jeter de l'opprobre sur ce qui est fait par le président Patrice Talon. C'est dommage. Je vais prendre le cas d'abord de ceux qui sont de l'autre côté. Vous voyez, il y a des gens, par exemple, qui disent « On nous a chassés du pays ». Les débats ont été menés à plusieurs reprises. Nous sommes des exilés. Quand je prends le cas du président Sébastien Adjavon, je peux bien comprendre qu'il a une affaire avec la justice et je ne veux pas toucher ce cas-là parce que l'affaire est toujours pendante devant la justice. Et je peux comprendre également qu'il y est resté parce que. Mais il y a des cas, par exemple, comme l'honorable Dienotin, par exemple, qui a une affaire devant la criette. Lui-même a voté une loi, l'honorable Dienotin. Et la loi interdit que vous publiez un document administratif sur les réseaux sociaux. Il a fait. La loi a été votée. Même s'il a voté non, il a voté. Je ne sais pas ce qu'il a voté. Mais même s'il a voté abstention, il a voté. Et même s'il n'était pas parti à l'Assemblée, il a voté. C'est une forme d'abstention. Parce qu'il sait que ça va être voté ce jour-là. Donc il ne faut pas qu'on nous trompe. Et il a fait, il a enfreint à cette loi-là. Mais il était en France quand on lui a déposé une convocation. Mais vous l'entendez dire, je n'ai pas fui du pays. Non, je suis en tournée et bientôt je reviens. Mais jusque-là, il n'est plus revenu. Mais qu'est-ce qu'on entend? Le président Patrice Talon m'a forcé à l'exil. Mais c'est faux. Mais il faut que les gens aient le courage de leur dire cela. Mais c'est faux, c'est du mensonge. Il faut que les gens leur disent cela. Tu as voté une loi que tu n'as pas respectée. Tu restes à l'étranger et tu commences par dire le président Patrice Talon. Est-ce que c'est le président Patrice Talon qui lui a acheté le billet pour partir? Deuxièmement, vous entendez dire, ils ont mis des policiers. Mais quand l'honorable Dienotin partait, il n'y avait pas de policiers à l'aéroport ou à la frontière. Ils n'ont qu'à dégager les policiers avant que je ne revienne. Ça n'a pas de sens. Vous voyez? Et l'honorable Dienotin se dit exilé parce que, non, c'est pas sérieux.
Vous prenez le cas de Léon Zoumbadi, qui est encore grave pour moi. Suffisamment grave. Il faut le relever. Vous prenez le cas de Léon Zoumbadi, qui, un matin, je vais vous dire ceci. C'est des gens, il faut leur demander de prier avant de dormir. C'est des gens, quand ils veulent dormir, ils ne prient pas. À mon avis, non, laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Je suis désolé. Non, ils ne sont pas ici. Ce n'est pas question de contradiction. J'ai suivi vos débats. J'ai suivi vos débats à plusieurs reprises. Ils ont eu le temps de parler. Vous m'avez donné la parole et je sais là où je vais. Le peuple est intoxiqué. Les gens qui ne sont pas sur ce plateau. Écoutez, vous n'avez jamais eu des débats sur votre zone franche avec un contradicteur. S'ils veulent parler, ils viendront parler. Je suis vos émissions. Ce que je veux dire est si simple. Quand on va dire sur une république, la tête d'une république que on envoie des gens pour m'enlever. Moi, je dis que c'est un cauchemar que ces gens-là font. Quand ils se réveillent, ils pensent que c'est une réalité. Je le dis, j'assume. Quand j'entends qu'on me dit que j'ai vu 2 voitures et postées tout ça là dans ma rue, pourquoi on ne nous a pas pris des photos? Pourquoi on n'a pas pris la plaque d'immatriculation? Léon Zoumbadi est très intelligent pour le faire. Rien de tout ça. Et on pense aujourd'hui que non, et on est exilé. Non. Maintenant, je reviens pour ceux qui sont ici. Je dis simplement, il faut que la classe politique de notre pays se ressaisisse. Il faut que les gens se disent la vérité. Et il ne faut pas regarder la tête de celui qui est là pour dire non, sous lui, ça ne va pas se passer. Tant que c'est bon pour le pays, il faut le faire. Tant que ça va aider à l'avancement du pays, il faut le faire. C'est malheureux de constater, je ne sais pas s'il y a encore une possibilité, mais c'est malheureux de constater que aujourd'hui, il y a certaines personnes qui ne peuvent pas aller aux élections. C'est dommage. Pourquoi le chef de l'État, qui a pour quand même fait cette démarche-là de recevoir l'opposition, est-ce qu'il n'aurait pas pu, par exemple, dans un élan de chef de famille, de père de la nation, même si c'est une expression que personnellement je n'aime pas trop, souvent en démocratie, moi aussi, lâcher un peu du lest, ne serait-ce que pour sauver cette image de notre démocratie qui pourrait être écorchée par le fait que l'on dise du Bénin qu'il a pu organiser des élections sans une bonne partie de l'opposition. Très bien. Je suis heureux que vous parlez de notre démocratie. Mais laquelle? La démocratie Nescafé, là, dont Yahya Boni nous a parlé. Écoutez, nous avons entendu... C'est son opinion à lui. Voilà, c'est ce que je vous dis. Donc, je suis en train de vous dire que si la démocratie, comme le président Yahya Boni nous avait dit, si cette démocratie était Nescafé, ça veut dire que le président Patrice Talon a hérité d'une démocratie Nescafé. C'est d'abord ça. Donc, parler de sauver la démocratie, je ne sais pas si on peut sauver le Nescafé, à moins que de faire une tasse de thé. Alors, je vais vous dire ceci, monsieur Doussa. Vous savez, le président Patrice Talon a été clair quand il a reçu les opposants. Mais, pour suivre l'actualité, les opposants, avant d'aller rencontrer le chef de l'État, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une conférence de presse. Vous vous souvenez très bien. Ils ont fait une conférence de presse. Et la conférence de presse, ils ont bien insulté, je pèse mes mots, bien insulté le président de la République. Patrice Talon, président de la République du Bénin, non seulement étant un compétiteur né, un gentleman né, ils l'ont insulté un lundi. Proprement, ils ont dit des choses que je ne veux même pas répéter ici. Ils ont promis même le capturer. Le mardi, il lui envoie une lettre pour demander à le rencontrer. Donc, ils mettent la charrue avant les bœufs. Ils pouvaient quand même envoyer la lettre et avoir une réponse négative avant de faire cette sortie-là. Mais ça n'a pas empêché le président de la République de les recevoir, de faire diligence pour les recevoir. Vous voyez, ils ont envoyé la lettre le mardi et comme si le président de la République doit être prêt pour eux 24 heures sur 24, le jeudi, ils ont donné l'ultimatum. Vous suivez l'actualité, vous savez de quoi je parle. Ils ont donné un ultimatum pour le vendredi à midi. Vous avez déjà envoyé une lettre. Mais ça n'a pas empêché le président de la République de les recevoir. Quand il les a reçus, il les a écoutés, il leur a dit, même si je veux, c'est l'expression en réalité, c'est ce que le président de la République, même si je veux accorder cette faveur que vous demandez, je ne peux pas. Parce que il y a quand même des gens qui voulaient aussi participer et compte tenu de cette loi-là, ils n'ont pas pu déposer le dossier. Donc, je ne veux pas de l'injustice. Qu'est-ce que ceux-là vont dire? Vous supposez un peu, si par exemple, il leur dit, bon, ok, compte tenu de la paix, c'est un comportement. Donc, ceux qui réclament la paix doivent avoir un comportement de paix. L'opposition aujourd'hui est victime de l'orgueil. Ça, il faut le dire. Ils doivent vraiment
avoir aussi un comportement de paix. Vous faites tout ça et vous venez maintenant. Et le président Patrice Talon leur a relevé les insuffisances. Mais si je veux vraiment le faire moi-même, là, compte tenu de tout ce qu'on a dit, mais je suis en train de brimer les autres, c'est de l'injustice. Mais je vous donne l'occasion, vous avez encore un petit bout de temps, d'aller voir. Mais ce que nous ne révélons pas souvent dans les débats, surtout quand ils sont partis voir le président de la République, il y a le plan de quitus fiscal, par exemple. Mais tout était centré sur certificat de conformité. Vous voyez? Mais il y a le plan de quitus fiscal qui est là. Et le plan de quitus fiscal n'a pas frappé que les gens de l'opposition, M. Dossa. Maintenant, dites-moi, est-ce que c'est le président Patrice Talon qui a inventé cette loi qu'on doit payer les impôts avant d'aller aux élections? Non. Peut-être le mot quitus fiscal. Mais rien ne change. Mais logiquement, celui qui prétend diriger une nation doit être en règle avec ses impôts. Le petit citoyen, le coiffeur, la couturière qui ne paye pas ses impôts, on vient, on ferme. Mais pourquoi les députés? Même les présidents? Pourquoi? Les ministres? Non. Ils doivent donner de bons exemples. Donc c'est écrit noir sur blanc. Mais ça ne se respectait pas. Il y avait des magouilles qui se faisaient. Vous savez, quand le président Patrice Talon, étant candidat, avait fait une émission, l'émission et moi, le président, il avait dit: je connais bien le Bénin. Et on lui donne raison aujourd'hui. Il connaît le Bénin. Il démontre cela aujourd'hui. Donc quand les gens ont vu l'histoire de quitus, ils n'ont plus de contact direct avec les agents d'impôts, mais vous savez ce qui se passe par la suite. Donc il n'y a pas que question de certificat de conformité. Il y a un problème de quitus qui a frappé non seulement dans le camp du président de la République, mais aussi dans le camp de l'opposition. Et ils le savent. Ils le savent et ils ont fait une conférence aussi. Et, vous voyez, ils sont toujours dans les conférences, au lieu de se mettre vraiment à travailler pour sortir quelque chose de bon. Ce sont les conférences. Oui, mais peut-être que c'est ce qui leur est la seule alternative qui leur est, c'est de pouvoir s'exprimer, puisque on a observé que même après la rencontre avec le chef de l'État, ils n'ont pas trouvé, il n'y a pas eu une solution, il n'y a pas eu d'avancée. Et justement, je voudrais, pour qu'on passe à autre chose, je voudrais vous demander comment est-ce que vous entrevoyez la suite de ce processus-là aujourd'hui, quand on sait que le chef de l'État a dit clairement qu'il n'est pas en mesure de fermer les yeux sur les violations de la loi, pas cautionner que l'on torde le cou à la loi pour passer, juste pour le plaisir peut-être de faire passer des opposants. Mais comment vous entrevoyez un peu la situation? Quelle est la sortie de crise selon vous? D'abord, vous parlez après la rencontre avec le chef de l'État, il n'y a pas eu d'issue et ils ont préféré s'exprimer. Mais vous oubliez qu'il y a eu quand même une décision de la Cour suprême. Il y a une décision de la Cour suprême. Et je voudrais vous dire, M. Dossa et M. Adanedjan, voilà encore de l'amateurisme. Vous savez que le lendemain, en tout cas, la rencontre avec le président de la République, il y a eu une décision de la Cour suprême. Parce qu'il y a deux partis qui sont allés saisir la Cour suprême. Mais la Cour dit: je ne suis pas compétent pour connaître de cette affaire-là. Or, déjà dans la journée, ça criait déjà, oui. Je dis: mais attendez. Premièrement, attendez la décision de la Cour. Ils n'ont pas attendu la décision de la Cour. Pour moi, tout le monde peut aller aux élections. Je dis pour moi, tout le monde peut aller aux élections. Ce sont les urnes qui vont sortir, dégager le meilleur. Mais la Cour dit: je ne suis pas compétent. Mais, les amis, quand vous lisez la loi qu'ils ont votée, la loi ne leur demande pas d'aller voir la Cour suprême. La loi leur demande d'aller voir la chambre administrative du tribunal qui est compétent. Mais ils sont allés à la Cour suprême. Et je me pose la question de savoir s'ils lisent vraiment ou s'ils font exprès. Vous avez la réponse à cette question? Il faut le demander. C'est eux qui peuvent le dire. Mais j'ai mal pour les opposants.
j'ai vraiment mal de savoir qu'ils ne peuvent pas aller. Alors, d'entrée, vous avez parlé des institutions de la République qui, en principe, doivent jouer convenablement leur rôle. Alors, avec le déroulement des événements jusqu'à ce jour, est-ce que vous pensez que nos différentes institutions, notamment celles en charge de l'organisation des élections, jouent véritablement le rôle qui leur est dévolu? Mais bien sûr, les institutions jouent leur rôle, mais parfaitement. Vous savez, la loi n'est pas dure, la loi n'est pas molle. La loi, c'est la loi et elle s'applique à tout le monde. Les gens se basent sur les tests. Ceux qui sont en train de conduire les élections se basent sur les tests. Et se basant sur les tests, quelqu'un peut ne pas être d'accord. Ça peut être ton papa, ça peut être ta maman, ça peut être ton propre enfant. S'il n'est pas d'accord, que dit le test? Que dit la loi? C'est ça le problème aujourd'hui. Est-ce qu'ils font quelque chose en dehors des tests? C'est ça le véritable problème. Et je m'en vais vous dire ceci. J'ai fait cette réflexion et c'est une doléance. Il faut qu'on pense dans les années à venir, envoyer à l'Assemblée des personnes qui ont un certain niveau également. Dans les lois qui sont votées, il faut qu'on y pense. Il faut qu'on pense également au nombre de mandats qu'un député doit faire également à l'Assemblée, pour que les gens ne partent pas à l'Assemblée pour mourir à l'Assemblée. C'est important. Vous souhaitez qu'on corse davantage les dispositions que déjà on n'arrive pas à mais bien sûr, écoutez, à mettre en application. André, mais vous savez que au moins aujourd'hui, l'Assemblée, avec ce qui se passe là maintenant, sera purgée. Comment? Ah mais attendez. On observe que sur la liste électorale, on voit que le chef de l'État, par exemple, qui a décidé de tenir parole et en reconduisant ses anciens alliés, enfin les députés qui l'ont accompagné, ils sont tous partis. Sa réforme. On a vu que, bon, quelques vieux briscards, en l'occurrence 3 principaux, ont laissé, mais globalement, sur la liste, les mêmes sont en position aujourd'hui de revenir à l'Assemblée nationale. Est-ce que tous les soutiens du chef de l'État sont partis à l'Assemblée, c'est-à-dire sont sur la liste? Non. Est-ce que le chef de l'État a fait la promotion de certains jeunes? Oui. Vous savez, il n'y a pas de génération spontanée. Et le chef de l'État l'a dit. Voilà une chose que je voudrais également souligner. Le chef de l'État, le président Patrice Talon, est un homme de parole, qu'on le veuille ou non. Un homme de parole. Il a dit à plusieurs reprises à les réunions, il n'y aura pas de génération spontanée. Mais il demande aux jeunes, n'est-ce pas, de commencer, n'est-ce pas, par se mettre à l'œuvre pour prendre la main. C'est si simple que ça. Il ne peut pas envoyer et balayer tout ce monde-là, tous ces vieux, tous ces anciens pour dire bon, maintenant c'est la jeunesse. Non. Le président Patrice Talon est un homme méthodique. Et dans la méthode, il parvient toujours au résultat. Même si vous ne le comprenez pas maintenant, vous le comprenez plus tard. Vous l'avez sans doute compris, pour être toujours engagé derrière lui. Voilà 3 ans à bientôt que Patrice Talon gouverne ce pays. Votre appréciation? D'abord, je voudrais saluer les actions du gouvernement. Je pense qu'il y a environ 1 an, comme vous me l'avez rappelé tout à l'heure, on avait parlé de desserrer la ceinture. Et aujourd'hui, vous voyez, n'est-ce pas, ce qui se fait. Il y a 1 an environ, les actions n'étaient pas visibles. Aujourd'hui, nous voyons les choses qui ont commencé. Je me rappelle qu'un jour, lors d'une discussion avec le président de la République, je lui disais, il faut que le gouvernement communique sur ce qu'il fait. Et il m'a dit, je ne veux pas communiquer sur je vais, mais je veux communiquer sur j'ai. Donc le temps arrive. Et je ne vais pas communiquer aussi pour communiquer. Je vais faire une communication sur les choses essentielles. Le président Patrice Talon a adopté, il est resté dans cette logique-là. Il ne veut pas, n'est-ce pas, faire de la propagande inutilement. Le populisme n'est pas du tout le genre du président Patrice Talon. Il est dans le concret. Et nous voyons aujourd'hui que ce pourquoi on parle de serrer les ceintures, ça commence à porter.
Et beaucoup de choses ont été dites sur la gouvernance du président Patrice Talon. Beaucoup de mensonges ont été dits, beaucoup d'intoxications ont été dites. Et aujourd'hui, je pense que les mêmes qui ont jeté de l'eau sale des intoxications, voyez, rien n'est parfait, M. Dossa. Rien n'est parfait. Le président Patrice Talon n'est pas Dieu. Il a droit à l'erreur. Mais, le connaissant, si on lui pointe une erreur, on lui démontre que c'est une erreur et que c'est vérifié, il fait marche arrière. Oui. Vous voyez, on a tellement mélangé le peuple. On a tellement, sur les réseaux sociaux, dans les rues, les choses ont été dites de façon méchante à la limite. Est-ce que ce n'est pas les premières actions au début du régime qui ont fait que, bon, dans le peuple, nous avons quand vous parlez de premières actions, vous parlez par exemple des casses. Les casses, je vais vous donner des exemples. Les emplois qui ont été supprimés, des sociétés qui sont fermées. Lorsqu'on prend par exemple la Sonapra en son temps, la liquidation de la Sonapra et bien d'autres, les concours annulés. Très bien, je vais vous dire. Parlons d'abord des casses. Nous voyons aujourd'hui pourquoi il y a eu des casses. Nous voyons aujourd'hui pourquoi il y a eu des casses. Est-ce que ceux qui étaient sur les voies avaient le droit de rester sur les voies? Non. Ce n'est pas pour moi le fait qu'on a cassé qui est le problème pour moi. Non. Est-ce que si on laissait ces gens-là sur les voies, on peut embellir le pays, on peut développer, parce que le développement aussi passe par les routes. Donc, est-ce qu'on devait casser? Oui. Est-ce que la façon dont les gens ont été cassés, elle est bonne? Moi, je dirais oui. Parce que on ne va pas négocier avec les gens et ils vont accepter la négociation. Non. Mais il y a eu quand même, on n'est pas venu les casser du jour au lendemain. Il y a eu sensibilisation. Il y a eu un délai qui a été donné. Donc, il faut quelqu'un de courageux. Mais ma prière est que ces gens, dans un futur proche, soient regazés quelque part peut-être, pas tous, mais quand même une bonne partie. Vous avez parlé d'emplois supprimés. Mais quel emploi a été supprimé? Mais les gens qui sont embauchés dans l'administration avec de faux diplômes, des gens qui perçoivent des salaires depuis des années, pendant qu'il y a des vrais diplômés. Ça, en réalité, c'est le problème du président de la République, ça. Le président Patrice Talon le dit toujours. Il faut diriger avec justice. Il y a des gens, les parents se sont échinés pour les envoyer à l'école. Les pauvres, ils ont reçu le diplôme, ils ont le diplôme en main, mais l'administration est bondée de monde. Et dans ce monde-là, il y a une bonne partie, n'est-ce pas, qui se retrouve là-bas par fraude, qui se retrouve là-bas à cause de j'ai un oncle ministre, j'ai un oncle député, ainsi de suite. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et je vais vous dire, sur les réseaux sociaux, M. Dossa, nous avons vu depuis quelques jours une information qui circule en disant que il y a eu cessation de paiement pour... Mais c'est faux. Et c'est comme ça, en réalité, que les amis fonctionnent. Mais c'est grave. Vous avez parlé tout à l'heure de concours annulés. Nous reconnaissons tous que c'est concours frauduleux. Et les mêmes qui sont aujourd'hui dans l'opposition ont dénoncé ces concours-là. Et le président Patrice Talon, dans son programme, a dit, si je viens, je vais annuler ce concours. Il a fait. Et je répète, le président Talon est un homme de parole. Même si ce qu'il fait ne plaît pas à certains, il tient parole et c'est pour le bonheur de toute la nation. Vous voyez, par exemple, on nous parle de, comment on l'appelle, des salaires qui ne sont pas payés le mois de février. Mais en 2017, le ministère des Finances a demandé à tous les fonctionnaires d'aller, n'est-ce pas, se faire recenser pour qu'on sache réellement qui sont les vrais fonctionnaires. Mais des années durant, l'État béninois payait des personnes qui ne sont même pas fonctionnaires.
Où on embauche même l'administration des bonnes de sa maison. On met sur la liste et ces gens-là sont payés comme des fonctionnaires, pendant que les vrais sont à la maison. Mais l'État a demandé à ce que ces personnes-là, tous les fonctionnaires viennent se faire recenser. Pour être dans la base des données. Donc on vérifie pour voir si tu es un bon fonctionnaire avant de commencer à te payer désormais. Mais depuis 2017, il y a des gens qui l'ont fait. L'État a relancé pour dire, nous allons arrêter. Bientôt, il faut que. Mais il y a des gens délibérément qui n'ont pas fait. Je crois, d'après ce que j'ai appris, il doit être au nombre de 2000. Voilà. Mais aujourd'hui, jusqu'en février maintenant, donc on ne les paye pas. Mais le ministère des Finances a dit, ce n'est pas qu'on ne veut pas payer. Mais s'il y a des gens qui ne l'ont pas fait pour une raison X, peut-être quelqu'un était malade. Par exemple, je donne l'exemple comme ça. Peut-être quelqu'un était malade et il n'avait pas fait. Nous vous donnons l'occasion de vous mettre à jour pour venir prendre votre salaire. Mais en réalité, c'est fait à dessein pour dire que, attention, la campagne là, peut-être on va saboter. Non, l'État n'est pas en cessation de paiement. Vous voyez, vous avez parlé des emplois qui ont été... Non, quel emploi? Dites-nous quelqu'un aujourd'hui qui est régulièrement embauché, ok, qui a son diplôme, qui est régulièrement embauché et qui a perdu son emploi. Maintenant, s'il y a eu des sociétés d'État qui ne fonctionnent pas, et ce n'est pas du temps du président Talon qu'il y a des sociétés, par exemple, qui ont été privatisées. Il y en a plein. Et avant le président Patrice Talon. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire que non, sous le président Patrice Talon, il y a sinon. Il faut que les gens comprennent que on peut mentir tout le temps, mais un jour, le mensonge rattrape. Au-delà de suppression, suspension d'emploi ou de faux diplômes chassés de l'administration, quelles sont ces actions de Patrice Talon qui vous donnent tant satisfaction? Quelles sont ces actions qui vous donnent cet engouement qu'on note à votre niveau? Vous notez l'engouement à mon niveau? Oui, ça se voit, ça saute à l'œil. D'abord, moi je suis quelqu'un de pragmatique, hein. Je dis les choses telles que je vois. Vous savez, nous avons un président visionnaire, bâtisseur, passionné pour son pays. Et parlant d'action, le président de la République, aujourd'hui, vous voyez que le projet H est mis en route. Les artisans ont commencé à se recenser. Mais combien de personnes vont sortir de la précarité à partir de ce projet-là? Combien de personnes meurent au Bénin parce qu'ils n'ont même pas 1000 francs, 5000 francs pour se soigner? Mais le gouvernement a pensé à cela. Et on nous dit que le gouvernement de Patrice Talon ne fait pas du social. Il y a plusieurs façons de faire le social. Vous voyez, ce qui m'impressionne aujourd'hui, c'est que quand vous suivez le président de la République, quand vous l'entendez, quand vous comprenez là où il va, c'est qu'il est en train de travailler pour le grand nombre et non pour les privilégiés de la République. Et c'est ça qui m'impressionne. C'est ça, en réalité, qu'un président de la République doit faire. Ce n'est pas les privilégiés, non, ceux qui sont nantis, qui vont continuer par... Vous voyez, quand les politiciens sont malades, on les envoie à l'étranger. Mais c'est avec quel argent? Mais c'est avec l'argent du contribuable. Les impôts que les pauvres payent. Et ces pauvres-là n'ont même pas l'opportunité de se faire soigner même ici. Donc ils pensent au plus grand nombre, surtout aux pauvres. Et c'est ça en réalité qui me motive à avoir cet engouement-là. Il a de la vision également pour le pays et il est décidé à mettre de l'ordre dans le pays. Celui qui veut mettre de l'ordre, on ne peut pas l'acclamer. Monsieur Dossa, on ne peut pas l'acclamer. En tout cas, vous le faites assez suffisamment. Mais écoutez, le chantier sur lequel le chef de l'État, en tout cas dans son action, se montre le plus actif, c'est aussi celui de la lutte contre la corruption. Beaucoup de sanctions à ce niveau-là. On voit, ne serait-ce qu'au niveau de la police, c'est immédiat. On fait des renvois, on fait des radiations ou encore les gens sont régulièrement enlevés de leur poste, notamment au niveau des frontières, lorsque des actes de rançonnement sont notés. Mais il se trouve que même à ce niveau, il y a des critiques. Il y a des gens qui estiment que cette lutte contre la corruption est sélective. Quel est votre avis? Ce sont les sélectionneurs qui parlent. C'est eux qui savent comment c'est sélectif. Vous savez, il faut commencer quelque part. On ne peut pas
fait 10 000 choses en même temps. Le président de la République l'a dit lors d'une émission du 1er août. Il dit, laissez le processus ratisser l'âge. Je m'en souviens. Est-ce qu'il faut lutter contre la corruption? Oui. Est-ce que le Bénin, est-ce que pendant des décennies, la corruption a eu son siège dans notre nation? Oui. C'est d'abord par là qu'il faut commencer. Le constat est là. Combien de milliards? Combien de détournements? Combien? Et je vais vous dire, le président de la République a promulgué, n'est-ce pas, la loi sur la création de la criette. Un instrument de taille pour la lutte contre la corruption. Mais qui ne fait pas l'unanimité. Qui? Mais qui ne fait pas l'unanimité. Mais écoutez, vous pensez que ça devait faire l'unanimité? Non! C'est pas possible de chercher à ce que l'amendement de la criette fasse l'unanimité. C'est pas possible. Mais ceux qui parlaient de la criette là m'étonnent. Je vais vous dire pourquoi. D'abord, c'est toujours la même chose. Nous, on n'a pas voté ça. C'est envoyé pour les opposants. C'est envoyé pour les opposants. Alors que la criette avait déjà même commencé des condamnations depuis. On n'a rien entendu. Rien. Silence radio. Alors, quand ils ont commencé à crier et tout ça, ils disent non, c'est un instrument pour traquer les opposants, ainsi de suite. Vous savez mieux que moi. Mais prenons le cas de ICC, par exemple. Ça a été retransmis. Voici un dossier qui avait été géré dans la plus grande opacité. Le président de la République, on a battu campagne pour ça. Il dit, quand il viendra au pouvoir, ce dossier-là sera jugé. Il va faire. Ça a été fait. Mais, laissez-moi vous dire ceci. Je suppose que, parmi les opposants là, il y a des personnes qui avaient déposé leur argent, ou une famille qui avait déposé son argent. Et on commence les paiements. Je ne pense pas qu'ils vont dire, n'allez pas prendre, parce que c'est la criette qui a jugé. Ils ne le feront pas. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, le préfet Toboula, aujourd'hui, se retrouve dans une situation que je ne souhaite pas pour quelqu'un. Mais c'est la criette qui va connaître de ce dossier. D'ailleurs, le procureur a demandé qu'on le dépose en attendant le procès. Mais les mêmes qui pensent que la criette est pour les opposants, la criette n'a pas sa raison d'être, non, c'est pas une coup crédible et tout ça. Les mêmes, quand le préfet Toboula va vouloir comparaître, se diront, il faut, si même on peut lui donner 200 ans de prison, c'est bien. C'est ça le problème, en réalité. Mais souvenez-vous que lors de l'installation, et ça m'a marqué, lors de l'installation de la criette, le président de la Cour suprême, Ousmane Batoko, a dit que quand quelqu'un vole un mouton, il va en prison. Quand quelqu'un vole les milliards, c'est la route de l'Assemblée, dit-on. Même le président de la Cour suprême, au magistrat, il est conscient. Mais sinon, est-ce que le président de la Cour suprême peut installer une cour qui n'a pas sa raison d'être? Mais c'est même insulter le président de la Cour suprême, ça. Maintenant, je ne dis pas que la criette est une Bible. Je ne dis pas que la criette, elle est parfaite. S'il y a des choses à corriger, ça va être corrigé. Et puis on continue. Si on veut le bien pour le pays, il faut accepter qu'on assainisse les finances du pays. Alors, vous qui avez la chance de parcourir un nombre de pays, quel est le regard que les Africains, les Européens, les Américains ont du Bénin depuis 3 ans? Vous savez, le président de la République a dit une chose. Il dit, je vais révéler le Bénin au monde. Le Bénin sera révélé à nous-mêmes et le Bénin sera révélé au monde. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Vous savez, le Bénin sera révélé à nous-mêmes. Nous voyons aujourd'hui que tout ce que le président de la République est en train de faire comme réforme
les masques sont en train de tomber du visage de certains acteurs politiques. Les masques sont en train de tomber du visage de certains acteurs politiques. Et nous voyons cela aujourd'hui. Nous en voyons également de bons. Mais aussi, ce qui m'a émerveillé, malgré ce qui se dit sur le pays, malgré les intoxications, moi je vais dire, le président de la République n'a pas d'opposants, il a des détracteurs, il n'a pas d'opposants. Et malgré tout ce qui se dit sur notre pays, les gens ont un regard sur le Bénin et les gens continuent d'apprécier notre pays. Les gens continuent de croire que le Bénin va quelque part. Et c'est ce qui est plus important. Le Bénin, selon vous, aujourd'hui, va où? Quelles sont, selon vous, les perspectives pour la mise en œuvre du PAG, pour la gouvernance du Patrice Talon de façon générale? Le Bénin va là où il va. Et ira. Ça, c'est sûr. Le président de la République est en train de conduire le Bénin dans la bonne direction. Ça, en 2021, on reviendra sur ce plateau pour faire le bilan. Ça, c'est la première des choses. Vous parlez de la gouvernance. Ce qui me réjouit est que le président Patrice Talon ne va pas finir son mandat avec des éléphants blancs. Il ne le fera pas. Il ne va pas finir son mandat avec des éléphants blancs. Vous savez que il y a beaucoup de projets aujourd'hui qui sont mis en route. Mais ce qui m'étonne, M. Dossa, vous entendez, quand telle route est mise en chantier, on dit c'est le projet de Boni Yayi. Quand telle route est mise en chantier, c'est le projet de Boni Yayi. Mais je regarde, je dis, mais que veut le Béninois? Mais c'est grave. Je suppose, d'abord, que c'est le projet du président Boni Yayi, par exemple. Et que celui qui l'a succédé prenne ce projet et l'exécute. L'État a une continuité. Donc, il n'y a pas de mal en ça. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, il y a bon nombre de projets qui étaient dans le PAG. Il y a bon nombre de projets qui étaient dans le projet de société du candidat Patrice Talon, qu'il réalise aujourd'hui. Mais on dit que c'est le projet de Boni Yayi. C'est le projet de Boni Yayi. Ça vous dérange? Non, pas du tout. Ah non, 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 non. Ce qui n'est pas bien, c'est plutôt le mensonge derrière et l'intention. Je vais vous dire. Vous voyez, il y a aujourd'hui, promenez vos caméras. J'ai des preuves ici que je peux vous montrer. Il y a des pierres qui ont été posées à des endroits. Depuis 2011, allez à Boïcon. Depuis 2011, il y a déjà la bourse là. Si aujourd'hui, n'est-ce pas, le président Talon décide de réaliser cela, on dira c'est le projet de Boni Yayi. Et le financement était bouclé. Mais est-ce que le président Boni Yayi peut boucler un financement depuis 2011 et laisser sans réaliser un projet? Non. Et je me rappelle très bien qu'il y a eu des endroits aussi, parce que nous parlons de la gouvernance. La gouvernance aussi, c'est le pragmatisme. La gouvernance, c'est la rigueur. Et on retrouve ça chez le président Patrice Talon. Nous avons vu dans ce pays des endroits où le président Boni Yayi allait poser la première pierre. Au même endroit, la deuxième. Au même endroit, troisième pierre. Mais rien n'a bougé là. Je ne parle même plus des éléphants blancs. Vous voyez? Rien n'a bougé. Il n'y a même pas le nez de l'éléphant même, d'abord, là-bas. Aujourd'hui. Mais il y a eu des pierres qui ont été posées à plusieurs endroits. Au même endroit encore à plusieurs reprises. Vous ne verrez pas ça, la gouvernance du président Patrice Talon. Si le président Patrice Talon n'a pas un financement d'un projet, s'il n'est pas sûr qu'un projet ira jusqu'à terme, faute de financement, il ne va pas le démarrer. Et raison pour laquelle nous avons eu 2 ans, mais vraiment de serrage de ceinture, parce que le président Patrice Talon s'est dit, avant de parler de financement extérieur, il y a d'abord l'argent dans le pays. Trouvons quand même, montrons aux partenaires, aux bailleurs de fonds que nous sommes sérieux. Et ils vont avoir confiance en nous. Aujourd'hui, regardez tous les rangs que le Bénin est en train d'occuper sur le plan international. Mais c'est relatif de qui? C'est relatif du régime. Et pas que du président Patrice Talon, mais de toute son équipe. Parce que c'est un gouvernement qui travaille en symbiose. Il faut le reconnaître. Voyez? Donc aujourd'hui, on ne peut que accompagner, parce que le président Patrice Talon n'ira pas, il ne va pas ramasser tout ce qu'il est en train de faire pour partir avec à la fin de son mandat. Non, ça ne se fera pas.
Donc, au niveau de la gouvernance, vous avez parlé tout à l'heure des policiers, et ça, oui, parce que, bon, on refuse tout ça. Mais est-ce que ce n'est pas bien pour la population? Si aujourd'hui, les citoyens que nous sommes, on n'est plus asselés par les policiers pour prendre ici, le président Patrice Talon, je le répète encore, il pense au bas peuple. Il pense au bas peuple. Et ça peut ne pas plaire aujourd'hui. Mais demain, les gens vont comprendre. Et je pense, j'ai la certitude, parce qu'on écoute les gens aujourd'hui, j'ai la certitude que les gens ont commencé à comprendre. Et au fil des semaines, au fil des mois, et les gens vont encore comprendre davantage. Et pour finir sur ce dossier, on parlait bien sûr de la lutte contre la corruption et tout. On parle de sélective. Il y a quand même des gens du président de la République aujourd'hui qui se retrouvent dans des situations. Il n'a pas caché cela. Le gouvernement actuel, jusqu'à là où je vous parle, il en sera ainsi. Je dis bien, il en sera ainsi jusqu'à la fin de son mandat, le président Patrice Talon. Ce sera un gouvernement sans scandale. Je dis bien, ce sera un gouvernement sans scandale. Nous avons eu, dans des passés, être aussi sûr, dans parce qu'ils sont toujours aux affaires, c'est difficile de gérer sans laisser des... Je ne parle pas d'imperfection, je ne parle pas d'erreur, mais je vous parle de scandale. C'est deux choses différentes. Alors je dis, on nous a habitués les 10 dernières années à des scandales, je ne veux pas en citer ici. Les scandales étaient tellement nombreux qu'on est à même de se dire, au lieu d'appeler ça des scandales, on dirait des scandaux. Mais il y en a beaucoup. On dirait des scandaux. Monsieur Dossa, mais aujourd'hui, je vous dis, il peut y avoir des erreurs. On ne pas réformer le français. Il peut y avoir des erreurs, monsieur Dossa. Il peut y avoir des... mais qui seront révélées. Mais je parle de scandale. Qu'est-ce que vous trouvez de pas bien fait dans l'action de Patrice Talon, dans sa gestion? Premièrement, je vais vous dire que, et j'en ai parlé d'ailleurs tout à l'heure, la communication. Les actions du gouvernement, en tout cas, il n'y a pas une réelle communication autour. Et c'est le choix du président de la République. C'est son choix. Et c'est lui qui a été élu. Et c'est là où il va. Vous voyez? Il y a un manque de communication. C'est-à-dire qu'il a laissé trop le temps à l'intoxication. Il a laissé trop le temps au mensonge. Au point où il faut un reformatage. Mais j'espère, je crois que quand les œuvres seront plus visibles, on n'a peut-être plus besoin, n'est-ce pas, de parler aux gens avant que les gens le comprennent. Ça, c'est important de le souligner. Pasteur Louis Dagba, nous sommes arrivés au thème de cette émission. Avant votre conclusion, oui. Pourquoi juste une question. Pourquoi nous arrivons au thème de l'émission? C'est une question. Juste une question. Vous êtes pasteur. Une question sur les miracles que produisent les pasteurs aujourd'hui. Oui. Nous avons un pasteur qui est devenu célèbre parce qu'il ramène les morts parmi les vivants. Vous croyez à cela? Et vous mourrez, monsieur Christian, oui. Et faites l'essai et puis on verra la suite. Non, mais... Merci. Alors, votre conclusion. Je crois au miracle. Oui. Je sais que Dieu est capable. Et ce miracle-là, je ne veux pas parler de ça. Oui. Je ne veux pas juger un homme de Dieu. Mais faites l'essai et on en saura. tout cas, dans les couloirs, vous allez nous en dire plus tout à l'heure. Votre conclusion, pasteur. Je voudrais remercier le peuple béninois. Je voudrais remercier les uns et les autres. Vous remercier également vous, monsieur Dossa, monsieur Adandédian, pour cette opportunité. Et je voudrais lancer un appel à tout le peuple béninois et dire que le Bénin va quelque part. Le Bénin a besoin de paix. Le Bénin a besoin de développement. Dieu nous a donné un homme, pas un vote, n'est-ce pas? Légitimement, il est venu au pouvoir par les urnes. Et je suis convaincu, conscient, qu'il ira au bout de son mandat. Ça, ce que Dieu donne, personne. C'est-à-dire, quand Dieu vous donne, même le diable fait votre publicité. Donc, je suis convaincu que cette tumulte, tout ce qui se passe, le Seigneur va sonner sa trompette et tout va se calmer. Et je demande aux jeunes de prendre conscience, parce que il est très facile pour les politiciens de se retrouver. Vraiment très facile, monsieur Dossa. Donc, faites très attention. Nous nous rappelons très bien qu'il y a l'un qui voulait prendre l'autre et le peuple s'était levé comme un bouclier, mais l'autre a retrouvé l'un.
Donc faites très attention. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Merci beaucoup, Pasteur Elvis Dagba. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci, Christian. Merci, chers amis téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. Passez d'agréables moments devant Canal 3 Bénin. On se retrouve dimanche en 8. Au revoir.